1945, année zéro pour l'Allemagne, dont les villes ont été réduites à d'immenses champs de ruines. Mais cette expression, tirée du titre d'un célèbre film de Roberto Rossellini, qui marque les esprits à l'époque, peut être étendue à l'ensemble du continent européen. Oui, 1945, année zéro pour l'Europe, qui en un quart de siècle a connu deux guerres mondiales d'une ampleur sans précédent. Relancer l'idée européenne est loin d'être évident. Tout d'abord parce que les tenants de l'ordre nouveau, collaborateurs et services de propagande du Troisième Reich, se sont appropriés le thème européen pendant la guerre, ce qui le rend suspect aux yeux de l'opinion publique. Il y a également le poids politique du Parti communiste dans certains pays d'Europe de l'Ouest, comme en France, où il totalise dans les urnes plus d'un quart des suffrages. En effet, les communistes ne voient pas d'un bon œil la relance du projet européen, dans lequel ils voient un plan de vassalisation américain. En dépit de cela, on assiste donc à un réveil de la conscience européenne dans les premières années de l'après-guerre. Le 19 septembre 1946, à Zurich, Winston Churchill évoque un genre d'États-Unis d'Europe où les petits États compteront autant que les grands et dont la première étape devrait être une association entre la France et l'Allemagne. C'est un courant politique nouveau, les démocrates chrétiens, qui en France, en Allemagne, mais également en Italie et en Belgique, vont porter un idéal européen renouvelé et permettre d'amorcer la construction européenne. Ils sont aidés par un contexte particulier propice au rapprochement des nations d'Europe de l'Ouest. En effet, au fur et à mesure que le monde entre dans la guerre froide, l'idée européenne va s'imposer en raison de la menace soviétique, mais aussi en raison de l'impulsion que vont lui donner les États-Unis, grâce au plan Marshall qui exige des Européens qu'ils se comportent de manière unitaire pour prendre les mesures nécessaires à leur relèvement. C'est ainsi que, le 16 avril 1948, naît l'Organisation européenne de coopération économique, l'ancêtre de l'actuelle OCDE, afin de répartir les crédits accordés par le plan Marshall entre les pays de l'Europe occidentale. L'autre grande étape est la création du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949 par le traité de Londres signé par 10 pays et dont le siège est à Strasbourg. Il réunit aujourd'hui 47 États membres, c'est-à-dire l'Europe entière, à l'exception de la Biélorussie. Mais la première grande étape de la construction européenne à proprement parler est la déclaration prononcée par Robert Schuman le 9 mai 1950, plus connu comme le plan Schuman. Ce plan est inspiré par un autre père fondateur de l'Europe, Jean Monnet. En quoi consiste-t-il ? Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, propose la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, dont les pays membres mettraient en commun leur production de charbon et d'acier pour répondre aux besoins de reconstruction et favoriser le développement économique de ces pays membres. C'est chose faite le 19 mars 1951, date à laquelle le traité instituant cette communauté est officiellement signé. Pourquoi la création de cette institution est-elle considérée comme la première étape véritable de la construction de l'Europe ? Tout simplement parce qu'elle est la première des institutions supranationales qui, selon les mots mêmes de Robert Schuman, crée une solidarité de fait en réunissant des pays européens pour une mise en commun de leurs productions essentielles à leur développement, le charbon et l'acier. Elle a également permis le développement, à échelle européenne, d'un esprit de coopération. Mais pourquoi vous demande-t-on de retenir cette première étape de la construction européenne au point d'en faire une des situations à étudier de près dans ce chapitre du programme ? Tout simplement parce qu'en instaurant la libre circulation des produits, sans droit de douane ni taxes, et en interdisant les subventions, les aides de l'État, en instaurant une entité supranationale qui régule l'ensemble au profit de chaque État, la communauté économique du charbon et de l'acier annonce déjà l'autre grande étape, la naissance de la communauté économique européenne avec la signature du traité de Rome le 25 mars 1957.